Victoire diplomatique pour la RDC, Congo-Brazzaville annule le deal foncier avec le Rwanda. Dans un revirement retentissant, le Congo-Brazzaville a mis fin au contrat de cession de terre avec le Rwanda, infligeant un revers diplomatique majeur à Paul Kagame. Ce retrait, arraché sous la pression populaire et géopolitique, est une victoire stratégique pour la République démocratique du Congo et son président Félix Tshisekedi, dans un contexte régional tendu. Découvrez pourquoi cette décision change la donne et affaiblit l'agenda expansionniste du régime rwandais dans la région. Depuis plusieurs années, Paul Kagame s'est forgé une réputation de maître en manœuvres géopolitiques souterraines, souvent sous couvert de projets économiques ou d'accords de coopération. L'exemple le plus frappant fut le fameux contrat signé avec le Congo-Brazzaville, censé permettre au Rwanda de développer une activité agricole sur une superficie colossale de 12 000 hectares dans la région de Malébou, située à seulement quelques dizaines de mètres du territoire de la RDC. Officiellement, il s'agissait d'un bail amphithéotique de 20 ans, attribué à Crystal Ventures, le bras économique du Front patriotique rwandais. Officieusement, c'était une tentative déguisée d'implantation militaire avancée contre la RDC. Ce contrat a été vivement dénoncé par les observateurs panafricanistes, les experts en géopolitique régionale et surtout par les populations congolaises des deux rives du fleuve Congo, car, en dépit des déclarations officielles, personne n'était dupe. Le Rwanda n'a ni les ambitions agricoles affichées, ni la transparence qu'exigerait un tel projet. Ce que le régime de Brazzaville tentait de présenter comme un partenariat économique n'était en réalité qu'un cheval de Troie destiné à installer une base arrière pour le régime de Kagame à quelques mètres de Kinshasa. L'indignation populaire, tant en RDC qu'au Congo-Brazzaville, a joué un rôle décisif. Des voix se sont élevées dans la société civile, dans les milieux intellectuels et même au sein de certaines institutions parlementaires de Brazzaville pour dénoncer un accord jugé dangereux, opaque et humiliant pour la souveraineté congolaise. Ce tollé a fini par forcer la main au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Officiellement, l'argument présenté est le non-respect des délais d'exécution par la partie rwandaise. Mais en réalité, il s'agit d'un désaveu politique cinglant envers Paul Kagame. Et ce n'est pas une première. Ces derniers mois, le Rwanda accumule revers sur la scène diplomatique africaine et internationale. Après la suspension de plusieurs projets de coopération par des pays africains méfiants et la publication de rapports accablants comme ceux de Michaela Wrong et NBC News mettant en lumière l'agression rwandaise contre la RDC à travers le M23 et l'AFC, cette résiliation marque un nouveau coup dur. Kagame, qui se voyait en chef d'un empire sous-régional, voit aujourd'hui ses ambitions s'effondrer, les unes après les autres. Félix Tshisekedi et son gouvernement, malgré les multiples tentatives de déstabilisation, mènent une diplomatie de vérité, une diplomatie qui ne cède pas à la manipulation, ni à l'hypocrisie silencieuse qui a si longtemps permis à Kagame de se faufiler entre les lignes. Sous l'impulsion de Tshisekedi, la RDC a haussé le ton face aux projets expansionnistes du Rwanda et a mobilisé non seulement les institutions nationales, mais aussi les consciences panafricaines. Les pressions exercées discrètement sur Brazzaville ont porté leurs fruits. Tshisekedi n'a pas eu besoin d'agiter les armes ou de proférer des menaces. La vérité et la mobilisation populaire ont suffi. Cette annulation est aussi une preuve que l'influence régionale du Rwanda est en net déclin. Ce que Kagame tente de construire par la force, la ruse et la corruption
s'effondre au contact de la résistance citoyenne et diplomatique. Aujourd'hui, c'est le Congo-Brazzaville qui rompt un accord de 12 000 hectares. Demain, ce seront peut-être d'autres pays africains qui sortiront du silence complice et dénonceront les agissements du régime rwandais. Nous allons maintenant développer cette analyse en profondeur, avec un récit structuré et détaillé de plus de 4000 mots, retraçant l'origine de ce contrat, les objectifs réels du Rwanda, les réactions de la population, les implications géopolitiques et surtout, pourquoi cette décision est une victoire historique pour la RDC et un signal d'alerte pour les autres pays africains face aux ambitions prédatrices de Kagame. Le contrat de bail amphithéotique entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda n'était pas un simple accord foncier. Il s'agissait d'un maillon d'une chaîne bien plus vaste, révélant l'ambition sous-jacente du régime rwandais d'étendre son emprise stratégique sur l'Afrique centrale, en particulier sur la RDC. Sous la façade d'un investissement agricole, Crystal Ventures, le bras économique du Front patriotique rwandais, FPR, lui-même dirigé par le cercle restreint de Paul Kagame, s'arrogeait un droit d'exploitation sur un territoire stratégique de 12 000 hectares. Mais ce que beaucoup ont compris, c'est que ce contrat ouvrait la porte à une implantation militaire déguisée à quelques kilomètres à peine de la capitale congolaise, Kinshasa. Pourquoi un tel projet dans cette zone frontalière sensible? Parce que, depuis 1996, la stratégie du régime Kagame a toujours été double. Guerre militaire d'un côté, expansion économique de l'autre. Là où ces soldats avancent, ces entreprises prennent racine. Là où ces entreprises s'implantent, ces espions et ces militaires prennent position. Ce fut le cas à Goma, à Bukavu, à Bunagana, et aujourd'hui, cela aurait pu être le cas à Malébou si le peuple et les élites éclairées du Congo-Brazzaville n'avaient pas tiré la sonnette d'alarme. Derrière l'image policée d'un partenariat agricole, les populations locales ont rapidement compris le danger. Car aucun développement concret n'a suivi la signature du contrat. Aucune activité agricole sérieuse n'a été constatée sur les lieux. Pas de machines, pas de semences, pas de culture, juste un silence inquiétant et des allées et venues suspectes de ressortissants rwandais dans la région. Pendant 3 ans, le projet n'a été qu'un écran de fumée destiné à occuper le terrain. Et cela a fini par éveiller les soupçons jusque dans les rangs du Parlement congolais de Brazzaville. Les élus ont commencé à poser les bonnes questions. Pourquoi céder une telle étendue de terre à une puissance étrangère, et surtout à un pays en guerre avec notre voisin, la RDC? Pourquoi n'y avait-il pas eu de consultation populaire sur une question aussi cruciale? Pourquoi le gouvernement s'entêtait-il à dissimuler la véritable nature de l'accord? Ce sont ces interrogations légitimes, portées par une opinion publique de plus en plus alerte, qui ont poussé le gouvernement de Denis Sassou Nguesso à reculer. Ce recul, bien que tardif, marque un tournant. Il symbolise l'échec de la diplomatie d'influence du Rwanda dans la région. Et il confirme ce que Tshisekedi et ses alliés disent depuis des années. Kagame ne cherche pas la paix, il cherche l'expansion. Il veut étendre son influence au-delà de ses frontières, non pas par la coopération ou le commerce équitable, mais par l'infiltration, la manipulation et, lorsque nécessaire, la guerre par procuration. Le M23, l'AFC, et maintenant ses projets économiques suspects ne sont que les différentes faces d'une même stratégie. Et face à cette menace multiforme, la RDC ne peut pas rester passive. Elle doit, comme elle a commencé à le faire sous la présidence de Félix Tshisekedi, construire une diplomatie de rupture, offensive, claire et alignée sur ses intérêts stratégiques. Le président Tshisekedi
a déjà démontré qu'il ne se laisserait pas dicter la conduite de son pays par les marionnettistes de la sous-région. En renforçant les liens avec des pays comme le Burundi, en obtenant le soutien des États-Unis sur la question des minerais stratégiques et en mobilisant les FARDC et les Wazalendo dans une guerre de défense nationale, il prouve que la RDC ne reculera pas. La résiliation de l'accord entre Brazzaville et Kigali est une validation de cette approche. Ce n'est pas uniquement une victoire diplomatique. C'est une reconnaissance tacite de la légitimité du combat du peuple congolais. Et cette victoire aurait été impossible sans la mobilisation citoyenne. Les intellectuels, les journalistes indépendants, les youtubeurs, les analystes, les simples citoyens ont joué un rôle crucial dans l'éveil des consciences. Les vidéos dénonçant le projet foncier se sont multipliées. Les campagnes de sensibilisation ont inondé les réseaux sociaux. L'indignation populaire a mis le régime de Sassou Nguesso devant ses responsabilités. L'information a circulé plus vite que la propagande et c'est cela qui a fait basculer la balance. Aujourd'hui, la leçon est claire. L'unité africaine ne doit pas servir de prétexte à l'impérialisme déguisé. L'intégration régionale, oui, mais sur des bases d'égalité, de respect mutuel et surtout de souveraineté. Et c'est bien ce que défend la RDC sous Tshisekedi. Cette souveraineté est sacrée. Elle ne se négocie pas dans les couloirs de Crystal Ventures ni dans les dîners feutrés de Kigali. Kagame, affaibli sur le plan militaire par la résistance farouche des FARDC et des Wazalendo, est désormais en déroute diplomatique. Après avoir été discrètement désavoué par les États-Unis, après avoir vu ses plans au Kenya et en Ouganda ralentis, après les révélations explosives de Michaela Wrong et de NBC News, le voilà abandonné par Brazzaville. Et ce n'est qu'un début. D'autres pays suivront, car les masques sont tombés. Mais la vigilance doit rester de mise. La RDC ne peut se contenter de célébrer cette victoire. Elle doit maintenant l'inscrire dans une stratégie plus large, bâtir une armée nationale forte, moderne, débarrassée des traîtres, structurée pour la défense territoriale, mais aussi prête à des actions offensives si nécessaire. Le temps des compromissions est révolu. Les infiltrés, les complices internes, les relais kabylistes qui sabotent les efforts du peuple doivent être écartés sans ménagement. Le président Tshisekedi, soutenu par une population de plus en plus mobilisée, a la légitimité pour continuer cette restructuration. Il a prouvé qu'il pouvait tenir tête à Kagame, qu'il pouvait mobiliser des partenaires internationaux crédibles et qu'il savait écouter la voix de son peuple. Ce sont là les marques d'un leadership lucide, déterminé et patriote. Quant au peuple congolais, qu'il soit de Kinshasa, de Kisangani, de Goma ou de Brazzaville, il sait désormais qu'il peut faire entendre sa voix. La souveraineté ne se quémande pas, elle s'impose. Et elle s'impose face aux dictatures, aux manipulations, aux trahisons. La fin de l'accord entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville n'est pas une simple note diplomatique. C'est une victoire populaire, une avancée stratégique pour l'Afrique centrale, un coup d'arrêt au projet impérialiste du régime de Kigali et surtout un signal fort pour les autres nations africaines. On ne pactise pas avec ceux qui détruisent leurs voisins. C'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre, dans lequel la RDC, forte de sa résilience, de ses ressources humaines et naturelles et de son courage collectif, peut affirmer sa place de géant. Le Congo ne tombera pas. Le Congo résiste. Et plus que jamais, le Congo inspire. Poursuivons l'analyse en approfondissant les implications géostratégiques, les erreurs de calcul de Kagame et le rôle de la RDC dans la recomposition des équilibres régionaux. Le Rwanda, dans sa quête expansionniste, a longtemps surfé sur une image fabriquée de modèles de stabilité.
Grâce à un marketing diplomatique bien rodé, soutenu par des partenaires étrangers complices, notamment au sein de certaines agences onusiennes, d'ONG internationales et de médias anglophones, Kigali s'est imposé comme un interlocuteur incontournable dans les processus de paix. Mais derrière ce vernis se cachait une réalité brutale. Le Rwanda ne joue pas pour la paix, mais pour l'hégémonie. Le projet de 12 000 hectares à Malébou en est une illustration parfaite. Ce territoire, à proximité immédiate de Kinshasa, représentait une position stratégique d'observation et potentiellement de lancement d'opérations militaires sous couvert de développement agricole. C'est exactement la même tactique utilisée à l'est de la RDC. On envoie des ingénieurs, des techniciens, on parle d'agriculture ou de développement communautaire, puis, subrepticement, on installe des hommes en uniforme, on organise des filières de renseignement et on exploite les failles sécuritaires pour s'ancrer durablement. Le Congo-Brazzaville a été, à un moment, tenté de jouer ce jeu trouble, peut-être par naïveté, peut-être par calcul politique, peut-être sous pression financière. Mais l'histoire montre que pactiser avec un régime expansionniste finit toujours par coûter cher. Le peuple de Brazzaville l'a compris, les parlementaires l'ont compris, et même une partie de l'élite dirigeante a fini par admettre que ce partenariat empoisonné devait cesser. Ce revirement est une leçon pour toute l'Afrique. Lorsqu'un État souverain se laisse séduire par les promesses du régime rwandais, il expose son territoire à une forme moderne d'invasion. Le Rwanda ne colonise pas par les armes uniquement. Il colonise par les baux amphithéotiques, les accords commerciaux biaisés, les coopérations militaires déguisées. C'est cette stratégie qu'il faut désormais appeler par son nom. Une stratégie néocoloniale interne à l'Afrique, orchestrée par un régime qui refuse de respecter la souveraineté de ses voisins. La RDC, pour sa part, a démontré sa capacité à contrer cette stratégie sur plusieurs fronts. D'abord, par les armes, avec le réveil militaire impulsé par Tshisekedi et l'engagement des Wazalendo, qui refusent de céder 1 centimètre de territoire à l'ennemi. Ensuite, par la diplomatie, en dénonçant systématiquement les complicités internationales qui permettent au Rwanda de se maintenir. Et enfin par la communication, en mobilisant l'opinion publique africaine et mondiale autour de la vérité, celle d'une RDC agressée mais debout. Ce changement de narration est fondamental. Pendant des années, le Rwanda a imposé un récit dans lequel il apparaissait comme victime ou acteur responsable de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, grâce à la ténacité du peuple congolais et de ses alliés, ce masque tombe. Les révélations de Michaela Wrong, les enquêtes de NBC News, les déclarations courageuses de journalistes et activistes rwandais en exil, tout cela concourt à un affaiblissement irréversible de l'image de Kagame à l'international. Mais cette victoire diplomatique en appelle d'autres. Elle doit inciter la RDC à aller plus loin, à tirer toutes les leçons de cette crise. Car si Brazzaville a pu signer un accord aussi dangereux, c'est aussi parce que certaines failles persistent dans la coordination régionale. La RDC doit renforcer ses services de renseignement, améliorer sa coopération sécuritaire avec les pays amis comme le Burundi et identifier clairement les États à risque qui pourraient, demain, devenir des tremplins pour l'agression rwandaise. Il faut également que la société civile congolaise reste vigilante. C'est par elle que les alertes ont été données. C'est grâce à sa mobilisation que le contrat de Malébou a été dénoncé. Elle doit désormais être pleinement intégrée dans les mécanismes d'évaluation des accords internationaux. L'État congolais doit créer un observatoire stratégique des investissements étrangers avec une mission claire: identifier les projets à haut risque, alerter l'exécutif
et proposer des contre-mesures rapides. L'enseignement principal de cette affaire, c'est que la guerre moderne ne se mène plus uniquement avec des fusils. Elle se mène avec des accords de partenariat, des contrats de bail, des sociétés écrans. Elle se mène avec l'argent, les réseaux diplomatiques et les mensonges soigneusement relayés par des médias de propagande. Face à cette réalité, la RDC doit adapter sa doctrine de sécurité nationale. Cela implique une réforme en profondeur des forces armées. Les FARDC doivent être renforcés, non seulement en matériel, mais surtout en ressources humaines, qualifiées et loyales. Les infiltrations, les complicités internes, les généraux corrompus doivent être identifiés, jugés, écartés. La reconstruction morale de l'armée congolaise est la condition sine qua non pour garantir la souveraineté nationale à long terme. Mais la RDC ne peut pas être seule dans ce combat. Elle doit convaincre l'Union africaine de prendre ses responsabilités. Il ne suffit plus de dénoncer l'impérialisme occidental si nous tolérons, sur notre continent, un impérialisme africain qui se pare des habits du développement. Le silence complice de certaines institutions africaines face aux agissements du Rwanda est une honte. Il est temps que les mécanismes de sanctions soient activés à l'échelle continentale. La résiliation du contrat de Brazzaville avec le Rwanda doit donc servir de catalyseur. Elle montre qu'il est possible de dire non à Kagame, de se retirer de ses griffes, de reprendre le contrôle de son territoire. Cette décision courageuse doit inspirer d'autres pays qui se retrouvent sous la coupe de Kigali, parfois même sans s'en rendre compte. Le temps de la naïveté est terminé. Derrière cette victoire se cache aussi une dimension symbolique forte. C'est le rejet d'une vision du continent où les petits pays doivent servir de satellites aux ambitions des régimes militarisés. C'est la réaffirmation d'un droit fondamental, celui pour chaque peuple africain de contrôler ses terres, ses ressources, son avenir. Le peuple congolais, dans toutes ses composantes, a toujours affirmé ce droit. Il est prêt à se battre pour lui. Il l'a prouvé à l'Est, il l'a prouvé par la diplomatie, et aujourd'hui, il le prouve en influençant ses voisins. Cette dynamique doit continuer. La RDC doit soutenir, former et structurer davantage les mouvements populaires de sensibilisation. Les jeunes, en particulier, doivent être éduqués aux enjeux géopolitiques et diplomatiques. Un peuple conscient est un peuple invincible. C'est par la formation, la lecture, le débat, que la souveraineté se consolide. Et c'est ainsi que l'on rend hommage à ceux qui sont tombés sous les balles de l'ennemi rwandais. Kagame, quant à lui, se retrouve isolé. Les États-Unis l'observent avec suspicion. L'opinion africaine se retourne contre lui. Son rêve d'empire, basé sur le mensonge, la guerre et la prédation, s'effondre peu à peu. Il ne lui reste plus que la violence comme mode d'expression. Mais cette violence ne pourra rien contre un peuple déterminé, debout et soutenu par une armée patriote. La rupture du contrat de Brazzaville est donc plus qu'un événement diplomatique. C'est un symbole. Le symbole d'un changement d'époque. Le symbole d'une Afrique qui refuse d'être vendue en morceaux à des puissances régionales déguisées en investisseurs. Le symbole d'une RDC nouvelle, fière, vigilante et offensive. Et c'est là que réside le plus grand espoir, car ce que les Congolais ont réussi à faire, d'autres peuples africains peuvent le faire aussi. Dire non à l'agression, non à la trahison, non à la colonisation sous toutes ses formes. Bâtir des États solides, légitimes, défendus par des armées patriotiques. Et rappeler à chaque instant que l'Afrique appartient à ses enfants, pas à ceux qui veulent l'acheter avec de fausses promesses.